à la fin, il n'en restera qu'un. Lorsqu'ALP, la boîte de production qui s'occupe de Koh Lanta, a dévoilé les contours de la saison anniversaire des 20 ans de l'émission, autant dire que l'attente était au rendez-vous. Le programme promettait le retour de légendes adorées du public, comme Claude, Théoura, Freddy, et même des têtes plus récentes mais qui attisaient déjà beaucoup de sympathie, à l'image de Sam ou encore Alexandra. Le but de la saison était clair. Faire la saison ultime, la saison légendaire. Les épreuves et les conditions seraient plus dures, avec comme objectif de désigner l'ultime légende de Koh Lanta. Plusieurs mois après cette présentation, je trouvais intéressant de revenir sur ce fiasco dont les mots et les dérives sont multiples. Pour bien comprendre l'origine du mal, selon moi, il faut remonter à 2020, voire même un peu avant. En effet, pendant le confinement, a eu lieu une très bonne saison de Koh Lanta, réalisant des audiences records grâce à la situation sanitaire, mais pas que. On y voyait de jeunes aventuriers novices affronter des héros de Koh Lanta plus aguerris. Cette bonne saison a malheureusement été presque un fardeau à porter pour celle de cette année, car on n'avait pas cette sensation de retrouver des personnes qu'on avait quittées il y a longtemps et qu'on avait perdu de vue. Déjà parce que désormais beaucoup suivent les aventuriers sur les réseaux, ce qui peut poser problème et influencer un peu les voix et le déroulé de l'émission, mais aussi parce qu'une bonne partie du casting avait participé à Koh Lanta dans les 2 dernières années. À cela, il faut ajouter une saison plus que médiocre pour moi en début d'année 2021. Effectivement, l'idée des armes secrètes qui étaient censées rythmer les épisodes était devenue très vite insupportable, et peu d'aventuriers parvenaient à sortir du lot. Ensuite, une annonce qui paraît anodine mais qui a beaucoup déçu les habitués du programme, l'émission serait dorénavant programmée le mardi à la place du vendredi. Cela peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas forcément. Pour beaucoup, Koh Lanta est un rendez-vous important, et même pour les plus jeunes. Je me souviens que c'était une des seules émissions que je regardais, notamment car elle avait lieu le vendredi, et donc il n'y avait pas cours le lendemain matin. Ce qui n'est pas le cas pour les collégiens par exemple le mardi. Sans compter que pour les fans de foot, dont je fais partie, ça voulait également dire choisir entre l'émission et la Coupe d'Europe certaines semaines. En prenant en compte cela, plus une possible lassitude de la part de l'audience pour qui 2 Koh Lanta par an ça faisait beaucoup, Koh Lanta la légende ne démarrait pas forcément sous les meilleurs auspices, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Pire, en août 2021, un compte Instagram intitulé Koh Lanta Leaks divulgue une sombre affaire de triche qui aurait eu lieu pendant la saison et affirme même connaître l'identité des gagnants et l'ordre d'élimination des candidats. Mais à ce moment-là, le problème ne parvient pas plus que ça aux oreilles du grand public, et seuls les vrais fans un peu curieux et surtout la production se penchent sur ce compte qui va s'avérer décisif. Bref, la saison démarre et premier accro, Freddy, candidat hautement apprécié et une vraie légende du jeu, se blesse sur la première épreuve. Mais finalement, le jeu suit son cours. Et avec du recul, on peut le dire, rien n'a vraiment été palpitant. Dans la grande majorité des cas, il y avait peu de suspense avant chaque conseil, et seule la pseudo-alliance des filles a réussi à tenir quelque peu en haleine l'intérêt du programme en dehors des épreuves. Plus la saison avançait, plus la raison semblait évidente. Claude. Et alors, je suis absolument pas là pour participer à une quelconque vendetta à l'égard de Claude, ni même de n'importe quel aventurier. Mais il était indéniable que lui et ses proches, qui étaient très nombreux, paraissaient complètement intouchables quoi qu'il se passe. Les stratégies, pourtant essentielles même si souvent frustrantes, ont alors complètement disparu. Hormis le mini coup de poker d'Alix qui a fait croire qu'elle avait un collier, il n'y a absolument rien eu. Pas d'embrouille, pas de complicité secrète, pas de retournement de situation, rien. Comme si tout était écrit d'avance. Ce qui n'est pourtant pas le cas. Mais c'est peu après la réunification que Koh Lanta la légende est passé de moyen à catastrophique. En effet, alors que Théoura, légende parmi les légendes, vient de se faire éliminer, le couperet tombe. Il avoue avoir triché. Il aurait recueilli de la nourriture auprès de pêcheurs au cours de l'aventure. L'aventurier polynésien est logiquement sorti du jeu, mais l'histoire est loin de s'arrêter là. Déjà parce que cela signifiait que les fuites qui dataient d'août étaient réelles, et que donc le nom des gagnants était connu de tous, et c'est rapidement diffusé sur Twitter. Mais également car Théoura n'était pas le seul à avoir participé à cette triche. Si aucun autre aventurier ne se dénonce, on apprend que Sam, Laurent, Phil, Claude, mais encore Kumba ou Jade pourraient être impliqués. Pire, la semaine suivante, on apprend que des aventuriers se seraient rendus clandestinement dans des restaurants manger des festins, avec les mêmes noms qui ressortent et qui concernent alors la grande majorité des candidats encore en lice. ALP, qui avait décidé de faire les sourds, sort du silence et dit se pencher sur le sujet. La veille de la finale, on apprend même que Claude et Laurent auraient menacé de faire grève s'ils n'obtenaient pas une récompense plus importante, en l'occurrence des pains au chocolat. Finalement, la finale aura sûrement été le point culminant du désastre. Contrairement à l'accoutumée, elle a été enregistrée au préalable pour éviter tout dérapage et est revenue de manière extrêmement consensuelle sur les différents événements qui ont ponctué cette saison. L'ambiance était pesante, enchaînant les magnétos peu intéressants tout en évitant l'éléphant au milieu de la pièce, à savoir
la tricherie qui a été teasée. C'est finalement à 23h45 que Denis a décidé de prendre la parole, annonçant qu'au vu des tricheries, la remise du totem était annulée et que les 100 000 € seraient reversés à l'association Bertrand Kamal, sans la moindre explication supplémentaire et refusant de donner les noms. Et c'est probablement le pire message possible à envoyer au public, en étant ni honnête, car pendant 2 heures tout le monde a fait comme si de rien n'était, mais sans nier les problèmes, en décidant de ne pas conclure l'émission. Les réactions ne se sont pas fait attendre sur Twitter, avec un torrent de boue pour la production. Le suspense créé par l'émission, pour au final ne désigner personne et ne pas mettre au clair les polémiques, a développé une frustration énorme chez les téléspectateurs, qui ne se sont pas sentis comme considérés. Tout d'abord, en termes de communication, TF1 et ALP ont pendant trop longtemps entretenu le flou à la fois sur l'ampleur de la tricherie et les circonstances de cette dernière. Je me refuse à croire qu'ils n'étaient pas au courant. Et si je comprends la volonté de vouloir sauver la saison anniversaire et la réputation des héros, c'était une stratégie qui pour moi ne pouvait pas tenir dans un contexte d'hyper-communication avec les réseaux sociaux et les fuites déjà présentes depuis plusieurs mois. Il aurait fallu une mise au point claire, faite avant une des émissions, sur la décision de n'exclure que Teyura par exemple. Ça s'est particulièrement vu sur la finale, où la stratégie de dire sans dire était insupportable pour une bonne partie du public, qui savait, mais aussi pour celles qui ne savaient pas, et ne comprenaient pas forcément ce qui s'était passé. Ensuite, j'aimerais qu'on s'attarde sur un point qui me fascine, car en prenant du recul, on se rend compte qu'on a affaire à un public qui insulte des candidats pour s'être nourris alors qu'ils étaient dans des situations extrêmement précaires de survie. Évidemment que toute triche est condamnable et qu'il ne faut pas accepter de participer si on n'en assume pas les conséquences. Mais pour moi, la production est tout aussi, si ce n'est plus responsable de cette situation que l'inverse. En sachant les aventuriers expérimentés, et donc connaissant des combines pour se nourrir en cachette, ce qui est loin d'être nouveau à Koh-Lanta, il aurait fallu redoubler de vigilance. Et même en partant du principe d'une production fautive, je ne comprenais pas la haine qui se répandait sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que j'étudie un texte en cours qui traitait exactement de cette problématique. Et oui, j'aurais pas cru que mes études me serviraient, et encore moins à analyser Koh-Lanta. Dans un texte destiné à définir les différents genres télévisuels, le chercheur François Jost explique qu'il existe une promesse entre le programme et le téléspectateur, qui va changer selon le mode d'énonciation. Pour ce qui est d'un jeu d'aventure comme Koh-Lanta, on a affaire à un mode d'énonciation ludique, dont les règles de la promesse sont justement de respecter les règles du jeu. C'est là l'élément constitutif de cette promesse. Or, en trichant, les candidats brisent cette dernière. Et pire, en ne sanctionnant pas à la hauteur de la triche les aventuriers, la production brise également cette promesse. Le public se sent alors floué, car l'élément central du pacte entre le programme et eux-mêmes est bafoué. Pour moi, Koh-Lanta a alors besoin d'un renouvellement clair et net, avec premièrement qu'une édition par an au lieu de 2. Aussi, il faut renouveler les épreuves pour créer de la surprise, car si la légende voulait reprendre les étapes emblématiques de l'émission, on tombe facilement dans une redondance dommageable. Il serait intéressant également de changer le format de la finale. Pourquoi pas supprimer les poteaux qui sont franchement un peu rébarbatifs et ou le jury final. Et aussi mettre en avant l'importance des stratégies et leur légitimité dans une émission qui est notamment en partie basée sur ça. La prochaine édition aura alors la lourde tâche de rétablir le lien de confiance entre l'émission et son public, alors qu'elle a été tournée avant même toute cette polémique. Et pour cela, rien de tel qu'un retour aux fondamentaux, avec des aventuriers anonymes et on l'espère, de la place pour la stratégie. Et si possible, sans le partenariat avec Uber Eats.